Dans cette vidéo sur le cours de programmation modulaire et algorithmes sur les tableaux, nous allons aborder les matrices. On va voir comment on les déclare, comment on les initialise et comment on les utilise. Pour déclarer une matrice, la syntaxe ressemble un peu à celle d'un vecteur, sauf qu'on va indiquer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc dans un premier temps, on indique le type des données contenues dans le tableau. Ensuite, on met le nom donné au tableau. Et entre crochets, on va mettre le nombre de lignes. Puis encore entre crochets, on va mettre le nombre de colonnes. Et on finit bien sûr par le point-virgule. Voyons un exemple de déclaration pour illustrer les propos. Ici, on cherche à déclarer une matrice T2 de taille 2 x 3 d'entier. Eh bien, on va indiquer le type des cases, c'est-à-dire int. Le nom de la matrice, T2, le nombre de lignes entre crochets, 2, le nombre de colonnes entre crochets, 3, et on va mettre un point-virgule. On voit donc qu'il y a 6 cases. La case numéro 1 aura pour index 0, 0, c'est-à-dire la valeur d'index de la ligne, ici ligne 0, et la valeur d'index de la colonne, ici colonne 0. La case numéro 2 aura donc pour valeur d'index 0, 1. La valeur d'index de ligne vaut 0 et la valeur d'index de colonne vaut 1. La case numéro 3 aura pour valeur d'index 0, 2, ligne d'index 0, colonne d'index 2. La case numéro 4 aura pour valeur d'index de ligne 1 parce qu'on passe à la ligne d'index 1 et la colonne d'index 0. La cinquième case aura pour valeur d'index 1 et 1. Et enfin, la dernière case aura pour valeur d'index 1 et 2 parce que c'est la ligne d'index 1 et la colonne d'index 2. On peut voir qu'on ne sait pas encore ce qu'il y aura dans cette matrice. Pour cela, il faut initialiser. Comme précédemment, pour initialiser un tableau, on le fait soit à la déclaration, soit après la déclaration. Pour initialiser une matrice dès la déclaration, on la déclare comme précédemment. Ensuite, on met l'opérateur d'affectation égal. Et entre accolades, on va mettre les différentes valeurs. On va procéder ligne par ligne. Donc, vous voyez qu'ici, il a été choisi de mettre sur chaque ligne les valeurs de chaque ligne de la matrice avec les différentes colonnes. Je vous invite à faire la même chose lorsque vous initialisez une matrice. On peut voir donc pour la ligne numéro 1 les valeurs des colonnes qui sont mises donc entre accolades ici et séparées par des virgules. Donc ça c'est la valeur de la première ligne de la première colonne, première ligne, deuxième colonne, ainsi de suite. La première ligne a été initialisée, je ferme l'accolade, je mets une virgule, je réouvre une accolade pour initialiser la deuxième ligne, et ainsi de suite. Donc là, on voit que la ième ligne a pour valeur de la première colonne val i1, puis de la deuxième colonne val i2, et ainsi de suite. Voyons voir maintenant un exemple avec une matrice de caractères de taille 2 x 3 qui s'appelle T2. C'est une matrice de caractères, donc à l'intérieur, on aura des caractères. Sur la première ligne, il y aura A, B, C. Sur la deuxième ligne, il y aura D, E, F. Et donc, dans la première ligne, première colonne, il y aura A. Dans la deuxième ligne, première colonne, il y aura D. Dans les colonnes 2, il y aura B et E. Et dans la colonne 3, il y aura C et F. Voici ce que cela donne dans la mémoire. Donc, si je prends, par exemple, cette case-là, c'est la case numéro 4, d'index 1, 0, parce que c'est la ligne d'index 1 et la colonne 0, on voit bien qu'à l'intérieur, il y a un D. Si on ne met pas toutes les valeurs dans les accolades, eh bien certaines valeurs ne seront pas initialisées. On ne les connaîtra pas. Ça peut être n'importe quoi. Donc là, on a mis A et B dans la première ligne, mais cette case-là, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Dans la deuxième ligne, on a mis juste la première colonne, c'est-à-dire D. Ici, on ne sait pas
ce qu'il y aura, ça n'a pas été initialisé. La deuxième façon de faire, c'est par affectation. Donc on déclare la matrice et ensuite, case par case, on va affecter une valeur. Donc pour accéder à chacune des cases, on doit indiquer son index de ligne et son index de colonne. On met l'opérateur d'affectation et la valeur que l'on souhaite mettre dans la case du tableau indiquée ici. La valeur, bien sûr, doit être du même type que le type de la matrice. Attention, le tableau doit être déclaré avant initialisation. Par exemple, à la case, donc on a déclaré T2, à la case 0, 0, on va mettre en A. À la case d'index 0, 1, on va mettre B. À la case d'index 0, 2, on va mettre C. À la case d'index 1, 0, c'est-à-dire ligne d'index 1, colonne d'index 0, on va mettre D. À la case d'index 1, 1, on va mettre E. Et à la case index 1, 2, on va mettre F. Comme pour les tableaux, s'il y a une suite, les tableaux unidimensionnels, s'il y a une suite logique, ou si on souhaite mettre toujours la même valeur, on va utiliser la boucle for. Comme on a deux dimensions, ligne et colonne, on aura deux boucles for imbriquées avec deux indices de boucle, I et J par exemple. I va aller de 0 au nombre de lignes par pas de 1 et J va aller de 0 au nombre de colonnes par pas de 1. On va initialiser la case IJ avec la valeur de l'expression. Voyons voir un exemple où on a donc déclaré le tableau T2 qui est un tableau d'entiers et on souhaite mettre dans chacune des cases la multiplication de l'index de ligne par l'index de colonne. Comment fait-on ça? On a donc nos deux boucles imbriquées avec I et J. Et à la case IJ, on va mettre le produit I fois J. On va voir ce qui se passe pas à pas. On évalue la boucle. Donc au début, I vaut 0. Est-ce que I est inférieur à 2? Strictement oui, parce qu'il vaut 0. Donc on entre dans l'accord de la première boucle, qui consiste à la deuxième boucle. Donc J vaut 0. Est-ce que J est inférieur strictement à 3? Oui. Donc on peut rentrer dans le corps de la deuxième boucle ici. Et on va mettre à la case d'index IJ la valeur I fois J. I vaut 0, J vaut 0, donc on met dans la case d'index 0, 0, c'est-à-dire cette case-là, la valeur 0 fois 0. On incrémente J, donc J prend la valeur 1, et on se demande si J est strictement inférieur à 3. Donc bien sûr, on exécute toute la boucle de J jusqu'à la fin. C'est vrai, on va à l'intérieur de la boucle, et donc on va mettre dans la case 0, 1, parce que I vaut 0 toujours. Par contre, J a été incrémenté, J vaut 1. On va mettre la valeur 0 fois 1. Dans cette case 0, 1, on mettra la valeur 0. On continue, on incrémente J. J maintenant vaut 2. Est-ce que J est strictement inférieur à 3? Oui. Donc on rentre dans la boucle. Et maintenant, I n'a pas changé, il vaut toujours 0. J vaut 2. Donc dans la case 0, 2, on va mettre la valeur 0 fois 2, c'est-à-dire 0. Ensuite, on incrémente J. Donc J passe de 2 à 3. On se demande si J est strictement inférieur à 3. Ce n'est plus le cas. On sort de la boucle, donc on revient dans la boucle première. Et quand on a terminé, donc on incrémente I. Maintenant, I prend la valeur 1. Est-ce que I est strictement inférieur à 2? Oui. Donc on rentre dans la boucle et on recommence la deuxième boucle pour les valeurs de J. Donc au début, J vaut 0, sachant que I maintenant vaut 1. Est-ce que 0 est strictement inférieur à 3? Oui. Donc j'entre dans la boucle. I vaut 1, J vaut 0. Donc dans la case 1, 0, je vais mettre la valeur 1 fois 0, c'est-à-dire 0. On incrémente J. Maintenant, J vaut 1. Est-ce que J est strictement inférieur à 3? Oui. Donc dans la case 1, 1, on va mettre la valeur 1 fois 1, c'est-à-dire 1. J'ai terminé. Donc je vais au tour suivant. J'incrémente J. J vaut maintenant 2.
Est-ce que 2 est strictement inférieur à 3? Oui. Donc, j'entre dans la boucle. Et donc, dans la case 1, 2, je vais mettre la valeur 1 fois 2, c'est-à-dire 2. J'ai terminé. Je passe au tour de boucle suivant. J qui valent 2 vaut maintenant 3. Et je fais le test. Est-ce que J est strictement inférieur à 3? Non. Donc, je sors de cette boucle for pour J. Et je retourne à la boucle précédente pour I. I est incrémenté, donc il passe de 1 à 2. On fait le test. Est-ce que I est strictement inférieur à 2? Non. Donc, on sort de la boucle et on continue le programme qui suit. Tout comme les vecteurs, on peut utiliser scanf pour pouvoir demander à l'utilisateur de rentrer case par case les valeurs de la matrice. Donc, on utilise la fonction scanf. On indique le type de ce qu'on souhaite lire par pourcentage C pour les caractères, pourcentage D pour les entiers, pourcentage F pour les flottants, pourcentage S pour les chaînes de caractères. Et ensuite, on indique la case dans laquelle on souhaite enregistrer la valeur. Bien sûr, on doit mettre l'adresse. Donc, on met le et commercial. Ensuite, on met l'identificateur de la matrice. Et entre crochets, on va d'abord mettre l'index de la ligne, puis l'index de la colonne pour indiquer de quelle case on parle. On peut utiliser la boucle for pour initialiser chacune des cases. Et bien sûr, on doit déclarer le tableau avant initialisation. Là, on voit la syntaxe. Ici, un exemple pour I allant de 0 à 2, pour J allant de 0 à 3. Donc, c'est pour notre tableau T2. On va donc demander à l'utilisateur de rentrer un entier. Et cet entier va être stocké dans la case IJ. Et on n'oublie pas de mettre l'adresse ici avec le et commercial. Voyons voir maintenant un exemple d'utilisation de la matrice. On va faire les tables de 5, de 6 et de 7. Pour cela, on va déclarer une matrice de short de taille 10, parce qu'il y a 10 lignes, il y a 10 entrées, et puis 3 colonnes, une colonne pour le 5, une colonne pour les 6 et une colonne pour les 7. On déclare nos deux indices I et J. Et en fait, on va commencer colonne par colonne. On va s'intéresser à la colonne J. Et pour chacune des colonnes J, on va mettre ligne par ligne le résultat donc de J plus 5 multiplié par le numéro de ligne. Ensuite, on va afficher, on va s'intéresser à la colonne numéro 1. Donc pour J plus 5, ça vaudra donc 6. Et on va ici afficher la table de 6. Et pour cela, on va faire un printf de ligne par ligne, de 6 fois la ligne est égale à la colonne 1. Et on va mettre ligne par ligne le résultat de chacune des cases. Au final, ça nous donne afficher la table de 6. Donc, à titre d'exercice, je vous invite à faire la même chose pour la table de 7 en réutilisant ce programme et en ne changeant que cette ligne-là. Voilà, le cours sur les matrices est terminé. On va voir des petites spécificités des tableaux dans la vidéo qui suit.